Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour ce week-end. On est ravis d'être avec nous. Nous sommes le 18 avril. Nous sommes sur Sud Radio, bien évidemment, pour votre émission Parlons Immo. Bonjour la France. On parle de votre immobilier, de votre logement. Chaque semaine, entouré de nos chroniqueurs préférés avec Bérénice Deville-Fleuriot. Comment elle va, Bérénice? Elle va bien. Vous voyez, je suis sur mon 31, j'ai un mariage après. Le mariage de mon beau-frère. Donc je suis très heureuse. Voilà. Vive la France. Merci d'être avec nous, vive Bérénice. les mariés. Grégoire Darico est également avec nous. Comment il va, Grégoire? Très bien, Sylvain, je n'ai pas de mariage. Voilà. Et bien sûr, on ne pourrait pas faire notre émission sans notre directeur éco-rénovation, l'astre de la rénovation énergétique, directeur éco-transition chez Sofinco, notre ami Laurent Permas. Écoutez, bonjour Sylvain, j'espère que je vais tirer les cartes de l'énergie pour vous. Pas mal. Est-ce que vous savez, les amis, que chercher un logement, c'est long, c'est frustrant, c'est pas évident, il y a beaucoup de portails, souvent on abandonne, c'est parfois inefficace. Et si l'intelligence artificielle changeait complètement la donne? Eh bien écoutez, ça tombe bien, on va faire le point avec quelqu'un qui maîtrise parfaitement cette technologie. Il s'appelle Franck Letendre, il est fondateur et CEO de Omnit, avec nous sur le plateau. Comment il va? Et il va très bien. Merci Sylvain de me donner la parole aujourd'hui. Merci d'être avec nous, Franck. On va essayer de creuser un peu cette idée extraordinaire. On écoutera également nos auditeurs après avoir récolté leurs questions par SMS, comme chaque samedi, en envoyant IMO, I2MO, au 72018. Avec vous, Bérénice, on parle de quoi? On s'interrogera, on demandera à un agent immobilier s'il vaut mieux rester dans l'appartement ou la maison que vous vendez lors des visites, ou si il faut que vous partiez. Est-ce que le vendeur doit rester quand l'agent immo fait des visites ou pas? Alors on parlera également du viager. On va parler du viager, évidemment, et on va voir une situation un petit peu complexe quand les enfants peuvent s'y opposer, ou voilà, s'y opposent totalement, on verra. Voilà, le viager, une belle alternative également pour l'accès à la propriété. Et on parlera également rénovation énergétique avec vous, Grégoire. Oui, mon cher Sylvain, avec Laurent Permas, on va vous parler de pompe à chaleur et de leasing social. Et puis ensuite, après, dans notre chronique Maison Saine, avec Édouard David cette fois, on abordera le thème de l'aération. Eh bien écoutez, c'est tout un programme. Et tout de suite, les infos à retenir de la semaine. Avec vous, Bérénice. Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency. Les infos de la semaine avec vous, Bérénice Deville-Fleuriot. Et au programme alerte, des crédits immobiliers commencent à coincer à cause d'un plafond légal qui s'appelle le taux d'usure. Ensuite, on verra que les Français ne cherchent plus seulement un logement, mais tout un quartier et un territoire vivable. Et enfin, je vous parlerai d'une maison de rêve qui s'est transformée en cauchemar à cause de locataires très indésirables. Ils sont à quatre pattes. Vous trouvez des trucs extraordinaires. Je sais que vous aimez bien. Bérénice, on va commencer par les infos. Une alerte sur le crédit immobilier. De quoi il s'agit exactement? Alors, c'est un signal d'alerte qu'ont lancé les courtiers cette semaine. Il faut le prendre très au sérieux. On commence à voir des dossiers de crédit immobilier refusés par les banques, non pas parce que les emprunteurs ne sont pas solvables, mais à cause du taux d'usure. Alors là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que le taux d'usure? Eh bien, c'est le taux maximum auquel une banque a le droit de vous prêter. Donc, c'est un plafond légal. La banque ne peut pas aller au-delà de celui-ci. Et alors, attention, ce n'est pas juste le taux de votre crédit, ça inclut tout le taux d'intérêt, les frais de dossier, les frais de garantie et surtout l'assurance du prêt. Tout ça cumulé donne un taux global qu'on appelle le TAEG, et ce TAEG ne doit pas dépasser le taux d'usure. Et le problème, c'est que ce taux d'usure, ce plafond, est calculé tous les 3 mois sur la base des taux pratiqués le trimestre précédent. Vous me suivez? Il est calculé avec 3 mois de retard, quoi. Absolument. Or, depuis avril, les banques ont remonté leurs taux à cause de la tension sur les marchés liés au conflit au Moyen-Orient. Résultat, il y a un décalage. Les taux ont remonté alors que le taux d'usure en vigueur, il n'a pas remonté. Et il est valable jusqu'au 30 juin. Donc, forcément, ça fait un effet ciseau et concrètement, ça bloque certains profils, certains qui demandent des crédits. Et ceux qui sont les plus touchés, ce sont les emprunteurs de plus de 50-60 ans. Pourquoi? Parce que leur assurance de prêt coûte plus cher en raison de l'âge et parfois quelques problèmes de santé. Et quand ils empruntent sur des courtes durées, là, ça bloque. Je vous donne un exemple. Un couple de 51 et 56 ans, de très bons revenus, 70% d'apport, donc c'est bien, qui voulait emprunter 200 000 € sur 10 ans à 3%. Leur taux d'endettement était seulement
à 13%. Et bien sûr, le papier, c'est un dossier en or, il faut le dire, et bien ça a été refusé parce qu'avec l'assurance, leur taux global dépassait le plafond d'usure. Donc la solution que disent les courtiers, c'est allonger le taux, la durée de taux à 20 ans pour passer dans une catégorie de taux d'usure plus élevé. Et donc là, la banque a dit oui, c'est ce qui a été fait pour ce cas-là. En tout cas, les courtiers demandent donc à la Banque de France de revenir à une révision mensuelle du taux d'usure, comme ça avait été fait, rappelez-vous, en 2022-2023, parce qu'il y avait eu la même problématique avec la guerre en Ukraine. Absolument. D'ailleurs, on peut bénéficier d'une dérogation, mais c'est un texte qui donne une dérogation exceptionnelle. Enfin, peut-être, c'est important que vous le disiez. Maintenant, vous allez nous parler de 2 études. Visiblement, aujourd'hui, les Français n'achètent plus seulement des mètres carrés. Oui, c'est 2 études qui montrent que les critères d'achat des Français ont profondément évolué. C'est peut-être votre cas. La première, c'est une étude bien ici, réalisée au mois de mars. 42% des sondés déclarent que le quartier est devenu une pièce supplémentaire décisive dans leur achat. Et au total, 80% des personnes interrogées disent que la vie de quartier est un critère important ou décisif. Donc on est loin du réflexe d'il y a quelques années où on regardait d'abord le prix au mètre carré puis la surface. Aujourd'hui, vraiment, les gens veulent tout avoir à côté de chez eux, les transports, les commerces, les écoles, le lieu de travail et les hôpitaux aussi. Et quand on leur demande de choisir entre un prix au mètre carré attractif et la proximité de ces services, eh bien, c'est la proximité qui l'emporte souvent. Donc on appelle ça la ville du quart d'heure. Et avec l'essence qui flambe en ce moment, on comprend pourquoi les Français veulent limiter leurs déplacements. Et enfin, une autre étude Orpi qui révèle un nouveau critère en forte progression, c'est le risque climatique. 77% déclarent qu'ils tiendraient compte du risque climatique s'ils devaient déménager. Et c'est encore plus marqué dans le sud où on est fortement exposé aux feux de forêt, au séisme ou à la submersion marine. Donc le logement, on voit que c'est plus juste un toit, c'est un choix de territoire sur le long terme. Et d'ailleurs, j'en profite pour les risques. N'hésitez pas à consulter le site du gouvernement Géorisque. Avant tout achat, il vous permet de vérifier les risques climatiques à une adresse bien précise. Alors, merci pour toutes ces informations. Et pour finir, vous nous gagnez toujours, puisque chaque semaine, vous nous trouvez une information insolite, une histoire incroyable avec une maison complètement infestée de... Eh oui, de rats. C'est pas des fantômes, c'est des rats. Alors un couple achète en 2019 une maison sur 3 étages. Tout a l'air impeccable, la maison est magnifique. Le vendeur venait de tout rénover lui-même. Il y avait même de jolies bougies avec du parfum d'ambiance un peu partout, charmant. Donc ils l'ont acheté, sauf que 3 à 4 jours après l'emménagement, donc ils sont emménagés avec leurs 3 enfants en bas âge, eh bien il y avait plus de bougies forcément. Et là, ça a commencé à sentir mauvais et ça a envahi le rez-de-chaussée. Et puis il y avait des bruits suspects dans les cloisons, dans les plafonds. Et au bout de 2 mois, la famille avec 3 enfants donc est obligée de quitter la maison. Une expertise est venue et là, ils découvrent une infestation massive de rats, de rongeurs dans les faux plafonds, des nids installés dans les isolants, des excréments partout et même 2 cadavres de gros rats. Évidemment, ça sentait mauvais. Sans parler des infiltrations d'eau dans le vestibule. Enfin bref, je vous passe les détails. Donc la famille a dû attendre 4 ans, le temps de tout dératiser, de faire les travaux et puis de réintégrer le logement. Les experts ont découvert des sachets d'anti-rongeurs dissimulés dans les murs par le vendeur, donc il était au courant. Le couple d'acheteurs, vous imaginez bien, il réclame plus de 141 000 € de dommages et intérêts. Il y a une morale dans cette histoire. Faites attention quand vous visitez. Les parfums d'ambiance, c'est bien joli, ça sent bon, mais il peut y avoir de mauvaises surprises derrière. Donc soyez attentifs à tout, aux détails, et ne voyez pas que le superficiel. Quand vous visitez un bien, c'est important. Visitez partout, passez du temps dans le bien, c'est important. Ça a l'air drôle comme ça, mais ça n'est pas. Ah non, c'est un cauchemar. C'est un véritable cauchemar. Merci Bérénice, et tout de suite on attaque le chantier du siècle. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Parce que c'est sans doute effectivement le chantier du siècle avec vous, Grégoire Darico. Et oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, 1 million de pompes à chaleur d'ici 2030, c'est l'objectif annoncé et affiché par le gouvernement. Pour y parvenir, une idée revient, le leasing social. Autrement dit, payer son équipement tous les mois plutôt que de sortir une grosse somme d'un coup. Moi, j'aimerais en parler avec vous, Laurent Permas. Bonjour. Est-ce que c'est la solution miracle ? Bonjour Grégoire, alors pas vraiment. Alors c'est une piste intéressante, en tout cas il y a un effet spectaculaire, mais il faut bien comprendre pour éviter en fait les mauvaises surprises. Déjà Laurent, pourquoi cet objectif d'1 million de pompes à chaleur ? Commençons par ça. C'est parce que c'est aujourd'hui la solution phare pour remplacer en fait le gaz et le fioul qui explose en termes de coûts et de la facture. La pompe à chaleur, je disais justement moins d'émissions, une énergie qui est majoritairement électrique et puis des performances qui sont élevées. En exemple, pour 1 kWh d'électricité consommée, une pompe à chaleur, on peut produire 3 à 4 kWh de chaleur. Donc sur le papier, c'est plutôt intéressant. Donc tout le monde doit s'équiper ? Non,
Non. C'est essentiel de le rappeler. En fait, les maisons déjà bien isolées sont les meilleures candidates. Les logements chauffés aussi au fioul et au gaz anciens sont les plus ciblés. Mais dans une maison forcément mal isolée, la pompe à chaleur sera moins efficace, va consommer plus. Et puis la facture peut rester élevée. N'oublions pas que ça utilise l'électricité. Et c'est pas forcément une solution universelle. Et je le rappelle, faut faire un audit énergétique avant de commencer ses travaux. Effectivement, mon cher Laurent, le frein principal, ça reste le prix. C'est toujours ce fameux reste à charge en fait. Une pompe à chaleur coûte en moyenne entre 10 000 et 15 000 euros avant aide. Même avec les aides, il reste souvent justement plusieurs milliers d'euros à payer. Et c'est là qu'arrive justement le fameux leasing social, mais on va en parler. Justement, Laurent, très bonne passe décisive. Qu'est-ce que c'est concrètement que ce leasing social ? Alors, le leasing, déjà, c'est un loyer mensuel, mais vous n'êtes pas propriétaire. On le connaît en fait pour l'auto. Et il a une valeur résiduelle, c'est-à-dire qu'il a une valeur une fois que vous arrêtez votre contrat et vous reprenez en fait un autre véhicule. Il y a un engagement. Mais en fait, le leasing social, je pense qu'il n'est pas approprié, tout simplement parce que c'est, lorsqu'on parle de leasing et de mensualité, c'est un prêt affecté derrière. C'est un prêt avec un amortissement pour lequel vous avez en effet un loyer, mais qui correspond à un prêt classique. La différence avec le prêt consommation, c'est que le prêt affecté va être dirigé sur la pompe à chaleur, sur le financement de la pompe à chaleur. Vous pouvez pas faire autre chose avec. Et c'est généralement le professionnel qui est réglé. Et ensuite, vous, le particulier, vous avez un crédit. Donc j'allais vous demander, Laurent, est-ce que c'est une bonne idée ? Alors c'est pas une bonne idée pour la raison simple, c'est que le leasing n'est pas approprié pour la pompe à chaleur, c'est très bien pour les véhicules. Et lorsqu'on parle de leasing social, pour une pompe à chaleur, pour rappel, vous avez des aides. Vous avez MaPrimeRénov' qui se cumule avec les certificats d'économie d'énergie, voire des primes locales et une TVA à 5,5 pour certaines typologies de pompes à chaleur. Pour les publics les plus fragilisés, les plus modestes en termes de revenus, eh bien c'est là où l'État avec l'ANA joue avec MaPrimeRénov' et les certificats d'économie d'énergie. Donc le social existe déjà. Et pour le reste à charge, eh bien justement, c'est un prêt affecté. Donc Laurent, il faut bien réfléchir avant son projet. Absolument. Enfin, 3 questions essentielles à se poser. Est-ce que mon logement est bien isolé ? Combien vais-je vraiment économiser en fait ? Est-ce que je peux assumer la mensualité, donc qui sera un prêt affecté dans le temps et surtout ne jamais se décider uniquement sur une mensualité attractive. Est-ce que Laurent, on va vers une généralisation de ce modèle ? Certainement, parce qu'en fait, la clé, c'est ça, c'est financer le reste à charge des Français par le biais de prêts affectés, posés par des installateurs, par des artisans, des professionnels, un peu comme tout simplement les concessionnaires automobiles. Et donc la pompe à chaleur, c'est une très bonne solution. Le financement du reste à charge peut justement accélérer le processus avec les professionnels qui sont à la manœuvre, un logement adapté, bien évidemment, un projet cohérent, et puis surtout une vision à long terme. Allez, merci beaucoup Laurent Permas, à toutes et à tous. Avant de signer, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment rentable pour moi ? À la semaine prochaine sur Sud Radio. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. On fait une petite pause, les amis, et ensuite on répondra à vos questions et les questions notamment de nos auditeurs avec vous, Bérénice de Villefloriot. Nous recevrons ensuite notre grand invité. On parlera d'intelligence artificielle. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Eh bien les amis, vous êtes sur Sud Radio pour votre émission Parlons IMO, comme chaque samedi de 12h à 13h. On parle de votre logement et on répond à vos questions. Bien, ça tombe bien, justement, on va répondre à vos questions, ça vous concerne. avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Et oui les amis, ça vous concerne chaque semaine avec des messages que vous nous postez par SMS. Et cette semaine, on en a reçu un, Bérénice. Oui, au 7 20 18, envoyez-nous vos messages, vous les envoyez, vous posez votre question et vous mettez devant votre question IMO. I2MO, comme ça on les reçoit tout de suite directement. Et là c'est Elodie qui nous écrit avec son mari Xavier. Ils vendent leur appartement, donc ils l'ont mis en vente et ils ont une question. Elle nous demande est-ce qu'il est préférable que nous, les vendeurs, soyons présents lors des visites, donc pour les potentiels acheteurs. Est-ce qu'il faut que les vendeurs soient présents avec l'agent immobilier? Donc c'est vrai que c'est une question assez intéressante. Pour y répondre, on reçoit notre expert, c'est Olivier Princival qui est agent immobilier et également président de la FNAIM, Fédération Nationale de l'Immobilier, Grand Paris et Île-de-France. Bonjour Olivier. Bonjour Bérénice. Alors, est-ce qu'il vaut mieux que les vendeurs soient présents quand vous faites les visites? Alors, très objectivement, je vais vous répondre non.
Voilà. Bon. Pour une raison simple, c'est que l'acquisition immobilière, comme la vente, acheter un bien immobilier, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie dans lequel on y met des sentiments, des projets. Et quand vous décidez de mettre en vente votre bien immobilier, l'historique que vous avez de votre bien, l'amour et l'émotion que vous y avez mise risque de se confronter à l'œil neuf d'un acheteur qui va être présent, qui va peut-être vous dire que la décoration ne lui plaît pas, que c'est mal disposé. Ça peut vous fâcher en tant que vendeur en étant sur place. Et il n'y a rien de pire que d'opposer des sentiments dans un projet immobilier. Donc le premier conseil que je vous donne, c'est lorsque vous faites appel à un professionnel de l'immobilier, laissez-le faire la visite seul. Vous ne soyez même pas dans le logement, ça évitera de vous chagriner. Et ça permettra de pouvoir répondre, le professionnel pourra répondre aux objections et aux arguments des acheteurs en toute liberté, sans avoir ce propriétaire engagé qui aimait son appartement avant de le vendre ou sa maison. Et qui pourrait faire échouer la négociation. Ah ouais, puis j'imagine en plus quand on est attaché à un bien, à une maison, à un appartement, qu'on a vu par exemple ses enfants grandir dedans, on se dit ah tiens, est-ce qu'il va respecter mon bien? On peut avoir aussi des réticences avec les acheteurs, en tout cas les potentiels acheteurs. Vous avez tout à fait raison de le dire. En réalité, votre projet de vie va changer au moment où vous mettez votre bien en vente, mais il faut surtout pas que ce choix que vous avez fait vienne s'opposer à un projet qui est en train d'imaginer l'acheteur. Et donc du coup, les sentiments ne doivent pas apparaître là-dedans. Nous, en tant que professionnels de l'immobilier, on doit arriver à créer des coups de cœur, créer des nouveaux sentiments avec les acheteurs qui viennent voir pour la première fois votre bien immobilier. Donc la seule chose qu'on va vous demander, certes, c'est de pas être présent, mais avant de partir, c'est d'avoir bien rangé votre appartement, l'avoir rendu bien clair et bien lumineux pour qu'il soit attractif, visible et que ça soit pas un champ de bataille, pour laisser la place au professionnel de l'immobilier qui saura très bien répondre à chacune des questions et qui sera aussi parfois capable de mettre en pause des questions et laisser un temps de repos avant de donner une réponse, plutôt que d'essayer de vous faire réagir directement. Et propre, évidemment, vous avez oublié de le mentionner. Merci beaucoup, Olivier Principal. Oui, pensez à nettoyer votre maison avant les visites quand même, c'est important. Merci beaucoup, Olivier Principal, président de la FNIM Grand Paris, la Fédération nationale de l'immobilier. Donc laissez les agents immobiliers faire les visites, ils sont là pour ça. Sud Radio, Parlons Immo, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Et c'est l'heure de recevoir notre grand invité que j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau. Bonjour Franck Le Tendre. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur et CEO d'Omni. Merci d'être sur le plateau avec nous. Vous êtes un professionnel de la tech également, mais très orienté sur l'immobilier, parce que vous avez été le patron de Meilleur Agent. Donc vous connaissez très très bien le marché. Avec vous, c'est une nouvelle plateforme, Omni, qui utilise l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un peu la dent creuse en ce moment, on en parle tout le temps, mais personne ne sait vraiment ni comment ça fonctionne, ni ce que ça recouvre avec toute la mythologie autour de l'intelligence artificielle. Va-t-elle ou pas remplacer la main de l'homme? On va essayer de décrypter justement cette actualité avec vous pour trouver un logement sans passer des heures à éplucher les annonces. C'est votre promesse. Ça marche? Jusqu'à présent, ça marche plutôt bien. On part d'un constat qu'on a tous vécu, à un moment ou à un autre dans notre vie. Trouver un bien immobilier, c'est un vrai parcours du combattant. On doit visiter 5, 6, 7 sites, s'inscrire sur des bases d'alerte. On reçoit des informations qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on cherche. Et au final, c'est toujours plein de frustration et beaucoup de temps perdu. C'est vrai qu'on met son adresse mail, qu'on nous demande, on crée des alertes, et tous les jours, on reçoit des dizaines de notifications, d'annonces qu'il faut décrypter. Est-ce que, alors je caricature peut-être un peu, est-ce que le modèle des portails traditionnels, dans lequel il faut faire une requête sur Internet, comme tout le monde le fait sur les principaux sites d'annonces, a atteint ses limites ? Je dirais surtout que c'est des modèles qui ont été pensés pour une autre époque. Les portails, en fait, ont émergé d'un business qui existe, qui est centenaire ou multicentenaire, qui est le business de la petite annonce, qu'on imprimait dans des journaux, les gens l'ont oublié ou ne l'ont pas connu, dans le supplément du week-end, et on touchait des auditeurs. Ça s'est digitalisé, on touche des gens qui cherchent, et il faut organiser l'information, et les portails ont servi à ça. C'était des vitrines.
Mais aujourd'hui, c'est plus ça qui compte. On a fait croire qu'avoir beaucoup d'informations, c'était une source de qualité. Aujourd'hui, ce que veulent les gens, c'est pas plus d'informations, c'est d'être compris et de recevoir des biens pertinents qui leur correspondent. Alors, je vais vous dire, Franck, souvent, on a l'impression de voir toujours les mêmes annonces. Alors, vous allez me dire si c'est vrai ou faux. Est-ce que c'est un problème lié au marché? Est-ce que c'est un problème lié à la technologie elle-même, c'est-à-dire à la forme même des portails immobiliers qui reprennent ou indexent également, indexer, c'est-à-dire reprendre des annonces qui peuvent être sur d'autres sites et on a l'impression, et c'est vrai que les auditeurs nous le disent souvent, on a l'impression un petit peu de tourner en rond et d'avoir le même type ou la même typologie d'annonce. C'est vrai ou faux? C'est totalement vrai. En vérité, c'est la façon dont ce marché s'est organisé depuis une trentaine d'années. Quand on vend de l'audience, quand on vend l'exposition des biens et des annonces au plus grand nombre, en fait, les agents immobiliers, on leur a fait croire que c'était ça qui fonctionnait. Donc, ils vont diffuser sur un site, 2 sites, 3 sites, 5 sites. Et donc, on retrouve les mêmes biens. Et donc, pour le particulier, c'est un peu frustrant parce qu'on a l'impression de, effectivement, toujours revoir les mêmes biens et de toujours passer à côté de la pépite qui vous correspond et de se dire, tiens, ce bien est vendu, on tombe sur une annonce déjà vendue, alors qu'on a l'impression qu'on l'avait jamais vu. Souvent, voilà. Absolument. Et derrière, c'est la mécanique des portails qui crée ça, en fait. Alors, justement, il y a aussi les professionnels, bien évidemment, les agents immobiliers, ceux qui font de l'intermédiation, qui réunissent le vendeur et l'acheteur. Alors, on a l'impression qu'il y a une difficulté avec les contacts qui sont peu qualifiés ou pas assez dépouillés, et on a même l'impression que lorsqu'on contacte suite à une annonce dans un portail classique, on n'est jamais rappelé, tout simplement, et on n'a pas d'interaction. Ce manque d'interaction, d'ailleurs, il est délétère, puisque souvent les auditeurs, ceux qui vont sur les portails, nous disent, ils font des notifications, ils font des demandes par mail automatique, et on leur donne très peu de réponses. Là, on touche un point essentiel, en fait, c'est qu'en fait, le marché est symétrique. Si d'un côté, vous poussez un maximum d'annonces et que vous retrouvez plusieurs fois le même bien, qu'est-ce que fait le particulier en face? Il jette des bouteilles à la mer. Il envoie un maximum d'informations et donc, pour le même bien, il va contacter 5 agents dans l'espoir d'être appelé une fois. Est-ce que ça peut tuer un bien, le fait qu'il soit partout? Alors là, on touche à un autre sujet qui n'est pas forcément celui de la diffusion, qui est celui du mandat simple ou du mandat exclusif. J'ai mon avis sur la question. Je pense qu'il vaut mieux un mandat exclusif. Ça laisse plus de chance aux professionnels de s'investir. Ils sont prêts, les pros, à basculer sur l'intelligence artificielle, sur ce type. Est-ce que la perception que vous avez justement de la réception des professionnels, de leur perception est bonne? Alors en fait, je pense que comme dans tous les secteurs d'activité, l'immobilier y compris, tout le monde s'intéresse au sujet et essaye de comprendre ce que ça a comme impact pour lui-même et pour son business. Donc oui, on est très sollicité. Oui, alors justement, on en parle pour dire beaucoup. Est-ce que le problème aujourd'hui, c'est finalement, Franck Le Tendre, un trop plein d'informations et pas assez de pertinence affinée en fonction de l'usage, de ce que veulent vraiment les gens? Tout à fait. On a aujourd'hui, encore une fois, on est noyé d'informations et ce qu'on manque, c'est de guide. Ce qu'attendent les gens, en fait, c'est d'être guidés dans leur recherche. Et clairement, aujourd'hui, l'offre ne sert pas à ça. Elle sert à exposer un maximum d'informations et à toucher le plus grand nombre. Et c'est sous cet angle-là, je pense qu'il faut considérer le problème. Dites-moi, quand on dit, parce que c'est un peu votre slogan, vous dites, je vous cite, qu'il faut passer de chercher un bien à trouver le bon logement. Qu'est-ce que ça change quoi? En fait, c'est un changement de paradigme. D'un côté, on a un portail avec des filtres et des cases à cocher, et on part du bien et on essaye de l'exposer à une personne qui va être éventuellement intéressée. Là, on fait l'inverse. On part de la compréhension du projet de la personne et on va lui trouver le bien qui lui correspond. Donc c'est vraiment un inversement total de la logique. Alors justement, on va examiner ça dans la deuxième partie de notre entretien. La recherche immobilière évolue et dans un instant, justement, après la pause, on va voir concrètement comment l'intelligence artificielle, par exemple, va nous faire gagner du temps et éviter les erreurs. On reste ensemble, vous êtes dans Parlons Immo. On se retrouve tout de suite après. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio Parlons Immo, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Eh bien les amis, bonjour à tous, bonjour la France, on est ravis d'être avec vous pour parler de votre logement, de votre immobilier un peu partout en France avec Parlons Immo tous les samedis de 12h à 13h. Et on va ensuite parler avec vous Grégoire de Maison Saine. Oui Sylvain, on parlera d'aération, on verra si c'est la solution. Voilà, la solution, pourquoi pas, on va en parler avec notre super expert Édouard David. Nous sommes de retour sur le plateau avec vous Franck Le Tendre. On parle d'intelligence artificielle justement. Concrètement, Omni, parce qu'on y a accès, c'est ouvert. C'est en ligne, on peut aller Omni, avec un Y à Omni. Comment ça se passe voilà, comment ça marche concrètement?
Alors quand vous allez sur Omni, la première chose qui peut vous frapper, c'est qu'il n'y a pas d'annonce. Donc on n'est pas un portail, on ne diffuse pas des annonces. On engage la personne à entamer une discussion avec notre intelligence artificielle pour expliquer le projet, expliquer ce que vous cherchez, expliquer ce qui est important pour vous. Je tape sur l'écran ou je parle avec un Les deux micro sont possibles. D'accord. Les deux sont tout Salut à fait Omni, possibles. voilà, alors je cherche une maison à Colombage avec une salle de billard, une piscine en sous-sol. Sans rat. 2000 mètres carrés. proche des commerces, dans un quartier Enfin, animé, s'il y a un commerce à côté, voilà. par exemple un dératiseur, ça pourrait être, ça pourrait être. Non mais, et ce que je veux dire, c'est qu'il peut aussi avoir des demandes délirantes. En fait, le point que vous évoquez là, il est voilà. En plus, on regarde évidemment tous les prompts, tout ce qu'écrivent les gens. Donc, on est même assez surpris à quel point les gens se livrent et vont vraiment parler de leur projet, de ce qui est important pour eux. Je veux la 8e merveille du monde pour le prix de. Alors là, je suis pas sûr qu'on l'ait Est-ce qu'il y a encore des eu. trucs coquins parfois? Je crois pas. Non, je l'ai pas vu encore. Je l'ai pas vu. Mais Parce que jacuzzi, chambre, bon. non, mais encore une fois, c'est voilà. Alors, tout le monde n'a pas un niveau d'appétence à l'intelligence artificielle qui est développé de la même manière. Mais en tout cas, ce qu'on encourage à faire, c'est comme vous le feriez avec un être humain, comme si vous pouviez vous payer un chasseur d'appartement. Parce que évidemment, en gros, on démocratise la chasse d'appartement. Vous expliquez votre projet et une fois que l'IA a compris, il cherche pour vous. Alors justement, Franck, qu'est-ce que ça change par rapport, parce que ça c'est une question qu'on nous pose, avec la recherche classique, avec des filtres, parce que vous avez des sites d'ailleurs très très bien faits, dans lesquels il y a de la cartographie, de la recherche par point d'intérêt, il y a des filtres qui permettent d'affiner la recherche, donc on nous pose la question, c'est quoi la différence ? Alors en fait, la grande différence, c'est que ces fameux sites vous affichent des biens qui correspondent à des cases à cocher. Nous, on affiche des biens qui correspondent à un projet de vie. Ce que permet de faire l'IA, c'est de comprendre et de contextualiser votre projet. Une famille qui s'agrandit, une recomposition familiale, une mutation professionnelle. Que je comprenne bien, c'est fluide. Je veux dire, c'est hyper fluide. Moi, j'ai testé, c'est hyper fluide. Alors justement, salut, je vais déménager, je suis muté à Toulouse, il me faudrait 3 chambres pour les enfants, et vraiment, ça interprète. Voire même, je connais pas Toulouse. Donne-moi quels sont les quartiers calmes dans Toulouse. Voilà. Donc, ça peut commencer comme ça. Et en fait, c'est une discussion c'est une vraie discussion, c'est extrêmement fluide, comme si vous parliez avec quelqu'un, et l'IA comprend, elle va vous présenter des biens qui correspondent. Si ça correspond pas, vous rejetez, elle va comprendre. Mais cette IA, vous l'avez entraînée, donc vous lui avez injecté un maximum de données. Et on a surtout construit une infrastructure de données qui permet d'enrichir d'abord le bien. On ne fait pas que présenter une annonce. Dès qu'on récupère une annonce dans la base de données d'Omni, on l'enrichit avec justement les commerces, les écoles, les services à la personne. Moi j'ai vu la luminosité, le style. Alors question, ça m'intéresse. C'est quoi après ? Vous appelez l'agent immobilier m'appelle. Est-ce que ça peut être un particulier ou uniquement des professionnels ? Alors c'est réservé aux professionnels. Donc on met en avant l'inventaire des professionnels. Okay. Un particulier qui veut vendre son bien, il peut pas aller sur Omni. Non. D'accord. Non, c'est vraiment réservé aux professionnels. Aux agents. Alors en fait, on rend l'inventaire des professionnels, les biens qu'ils ont en stock, visibles sur les intelligences artificielles. Alors ça m'intéresse. J'ai trouvé. Comment vous faites ? Vous me mettez en relation directement ? Alors en fait, l'IA propose aux particuliers, demande aux particuliers de proposer des créneaux. Donc déjà, on inverse la logique parce que on sait que c'est pas toujours évident de joindre un agent immobilier. Il est sur le terrain. Donc en fait, on a plutôt que de mettre en avant l'agenda de l'agent immobilier, on demande aux particuliers de donner ses dispos et l'agent reçoit les dispos du particulier et sélectionne celles qui l'intéressent. Donc on va jusqu'à la mise en relation et on organise. J'espère que l'agent immobilier il rappelle vraiment. Ou il va vraiment au rendez-vous. Alors, l'IA aussi fait son travail, c'est-à-dire que elle relance toutes les heures l'agent immobilier jusqu'à ce qu'il traite le lead. On a aussi une promesse pour le particulier, c'est qu'on l'accompagne jusqu'à la mise en relation avec l'agent. Pour terminer, est-ce que vraiment ce type d'outil va transformer, c'est ce qu'on a l'impression, c'est vrai que c'est topissime ce que vous avez fait, est en train de changer, freinant durablement le métier d'agent immobilier, c'est vraiment l'impression qu'on en a. Oui, alors je pense que ça va l'augmenter. Ça va permettre aux agents immobiliers de se concentrer sur l'humain, en fait. Paradoxalement, l'IA va rendre la relation plus humaine. Pour les agents immobiliers qui nous écoutent, vous ne remplacez pas l'agent immobilier, vous êtes un chasseur immobilier intelligent au service de l'agent.
Quand vous regardez l'agenda d'un agent immobilier, c'est des heures à éplucher des leads qui ne sont pas qualifiés. C'est vrai. Voilà, c'est du temps perdu à recevoir des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, c'est des visites qui ne servent à rien. Avec Omni, on va réduire considérablement la charge de ce point de vue-là et le rendre plus efficace. Merci Franck Le Tendre. Vous restez avec nous, vous êtes le CEO d'Omni. On a une grande question là, à la fin de l'émission, comme chaque samedi. On vous demandera d'y participer. Maintenant, on va parler un corps sain dans une maison saine, dans laquelle il n'y a pas de rats, par exemple, ou de rongeurs. On va en parler avec l'expert national qui est avec nous, qui est un fervent défenseur du RC Lens, par exemple. Il est avec nous, c'est notre Édouard David national. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine. Avec vous, Grégoire Darico et Édouard David, on a la chance de l'avoir en ligne. Exactement, Sylvain. Allez, bienvenue dans votre chronique Maison Saine, votre rendez-vous hebdomadaire sur Sud Radio. Aujourd'hui, on part d'un conseil qu'on entend partout. Aérer, ça règle les problèmes d'humidité. Est-ce que c'est toujours vrai? Et surtout, quand l'humidité vient des murs eux-mêmes, comme dans le cas des remontées capillaires, est-ce que ça suffit? Alors pour en parler, j'ai effectivement fait appel à notre expert Édouard David, responsable de l'engagement sociétal chez Murprotec. Bonjour Édouard. Bonjour à tous, bonjour Grégoire. Et oui, vous avez raison de poser la question car tout dépend de l'origine de l'humidité. Justement, Édouard, la première question, c'est est-ce que aérer son logement, c'est toujours une bonne idée? Oui, on le répète inlassablement, aérer est indispensable pour renouveler l'air intérieur et évacuer l'humidité liée à la vie quotidienne. Je pense à la respiration, à la cuisine, aux douches, au linge. Mais attention, aérer ne traite que l'humidité quotidienne de l'air, pas celle des murs. Donc si l'humidité vient du sol ou des fondations, ça change rien. Exactement, dans le cas de remontée capillaire, l'eau qui remonte directement dans les murs depuis le sol comme une éponge, ce n'est pas un problème d'humidité qui est lié au mode de vie, c'est un problème qui est structurel et qui est dû au bâtiment. Donc même si vous aérez toute la journée, le mur continuera à être alimenté en eau. En fait, ce que vous dites, c'est un peu comme essayer de sécher un mur pendant qu'il continue d'absorber de l'eau, ça sert pas à grand chose. C'est exactement ça, Grégoire. Vous évacuez une partie de l'humidité en surface, mais la source reste active en permanence. Est-ce que, Édouard, il y a des signes qui permettent de reconnaître ce type d'humidité? Oui, assez caractéristique d'ailleurs. Je pense aux taches en bas des murs, aux salpêtres, vous savez, ces fameuses traces blanches, une peinture qui cloque, ou un mur qui serait humide au toucher sur la partie basse. Et souvent, ces signes reviennent malgré les nettoyages ou les travaux cosmétiques. Dans ce cas-là, quelles sont les solutions efficaces, Édouard? Il faut traiter la cause, c'est-à-dire bloquer la remontée d'eau par des injections spécifiques qui recréent une barrière étanche. C'est un traitement technique qui nécessite un diagnostic précis. Ce que vous dites, en fait, c'est que aérer reste utile, mais c'est parfois insuffisant. Exactement. Aérer, c'est nécessaire pour un air sain au quotidien. Mais lorsqu'on a affaire à des remontées capillaires, à des problèmes d'humidité structurelle, c'est inefficace. Et d'ailleurs, même le meilleur système de ventilation ne pourra pas lutter contre des problèmes de remontée capillaire ou d'infiltration. C'est pour ça que le point de départ, ça reste le diagnostic qui va permettre d'identifier de manière précise la source d'humidité et adapter le traitement nécessaire. Et puis nous éviter aussi, Édouard, de faire des erreurs en pensant bien faire. Malheureusement, oui, Grégoire, beaucoup d'exemples. Chauffer plus pour sécher les murs ou même repeindre régulièrement. Ça donne l'impression d'améliorer la situation, mais en réalité, le problème s'aggrave en profondeur et le traitement à terme sera plus coûteux. Donc attention aux fausses bonnes idées. Allez, Édouard, un mot de conclusion. Oui, tous les désordres liés à l'humidité ne se ressemblent pas. Finalement, avant d'agir, il faut toujours se poser la bonne question. D'où vient l'humidité? Car la solution dépend entièrement de la cause. Merci beaucoup, Édouard David, pour ces explications particulièrement claires. Et à vous tous qui nous écoutez, aérez bien sûr. Mais surtout, apprenez à comprendre votre logement. Et puis, si vous avez la moindre question, vous allez sur le site maison-saine.fr. Vous y trouverez toutes les informations utiles pour mieux maîtriser votre environnement intérieur. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique Maison Saine sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Merci Grégoire et merci à Édouard David. Une petite pause les amis, rapide, et on se retrouve tout de suite après pour la dernière partie de notre émission. Au programme, on va parler par exemple du viager, n'est-ce pas Bérénice? Et oui, et des situations familiales complexes justement en viager, ça arrive. Et on parlera également pour la grande question de la semaine de la question du DPE, de l'électrification du DPE qui a permis par exemple de booster 6 ventes sur 10 quasiment, puisque les notes étaient améliorées. On en parlera tout de suite après la pub. Basile, votre application de recherche immobilière, présente
Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Les amis, si vous êtes à table, on vous souhaite un excellent appétit un peu partout en France. On va profiter de votre week-end en écoutant Sud Radio. C'est une très bonne idée. Et pour Parlons IMO, votre logement, votre immobilier. On va parler maintenant justement du viager et des solutions adaptées. La question qui est toujours posée, c'est comment ça se passe. Et on déconstruit parfois la mythologie. On se retrouve tout de suite après ça. Parlons viager. Avec l'Office du viager, bien conseillé, bien protégé. Avec vous, Bérénice de Villefloriot. Et on retrouve tout de suite notre experte, Marine Livotti, la directrice de l'Office du viager. Bonjour Marine. Bonjour Bérénice, bonjour à tous. Alors je l'ai dit, aujourd'hui on aborde un sujet concret, un peu plus sensible, mais il faut en parler. Ce sont les situations familiales complexes en viager, parce que derrière ces ventes, il y a souvent des histoires de famille, même toujours. Et on va parler notamment d'une situation plutôt fréquente, les enfants qui s'opposent à un projet de viager. C'est fréquent, hein, Marine ? Oui, tout à fait. C'est assez fréquent parce que le viager, c'est finalement pas seulement de l'immobilier, c'est beaucoup d'humains avec des gros enjeux familiaux souvent qu'il faut savoir gérer. Et il est vrai que les enfants peuvent avoir des craintes. Parfois, le fait de perdre un bien familial dans leur idée, cette peur ou simplement une incompréhension du mécanisme. Mais en fait, il faut voir les choses de manière beaucoup plus large et les remettre dans leur contexte. Ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, les parents ont recours au viager parce que leur retraite ne leur permet plus de subvenir correctement à leurs besoins, parce qu'ils n'arrivent plus à vivre de manière confortable, ils n'ont plus de quoi parfois entretenir leurs biens ou financer même un accompagnement médical à domicile. Et de leur côté, les enfants n'ont pas forcément malheureusement toujours les moyens financiers, dans le contexte actuel d'autant plus, d'aider leurs parents comme ils le voudraient. Et dans ces cas-là, le viager devient une solution très concrète qui permet d'apporter des revenus complémentaires tout en restant chez soi. Et donc il y a un travail de pédagogie à faire, on peut le dire. Oui, exactement. Notre rôle, il va être aussi de rassurer les familles dans ces cas-là, d'expliquer le montage, de montrer que tout est encadré. Et souvent, une fois que les choses sont bien expliquées, les enfants comprennent qu'il s'agit d'une solution qui va sécuriser leurs parents plutôt que d'être une contrainte. Et j'imagine que certaines situations juridiques peuvent compliquer les choses, on va dire. Oui, c'est le cas de le dire. Effectivement, on va avoir des cas comme les situations d'indivision suite à une succession, les biens qui sont détenus en SCI, ou encore un vendeur qui serait sous tutelle ou curatelle, ou encore des situations de séparation assez longues ou de succession qui sont non réglées. Dans ces cas-là, effectivement, il faut que toutes les parties soient d'accord pour vendre, et ça peut parfois rallonger les délais ou tout au moins nécessiter des négociations importantes. Et vous avez des exemples concrets ? Oui, bien sûr. Alors là, dernièrement, j'ai accompagné une vente d'un bien familial où la mère était usufruitière du bien, c'est-à-dire qu'elle occupait le logement, et le fils, lui, était nu propriétaire. Elle lui avait fait donation, finalement, des murs de sa maison. La problématique, c'est que la maman voulait aider son fils qui était dans des difficultés financières importantes, sauf que finalement, le seul patrimoine qui leur restait, c'était cette fameuse maison. Donc on a structuré la vente pour que le fils puisse récupérer sa part en nue propriété et qu'il retrouve une stabilité financière tout en sécurisant bien évidemment la situation de la maman à l'intérieur de la maison. Donc là, dans cet exemple, on le voit, le viager peut servir à débloquer des situations familiales, des situations financières un peu compliquées. Oui, exactement. Et un autre cas concret qu'on a eu assez récemment aussi, un vendeur qui était séparé de sa compagne depuis maintenant plus de 10 ans, sauf que malheureusement, comme il n'avait rien fait au moment de la séparation, le bien était resté en indivision. Alors là, la dame ne détenait malheureusement que 15% du bien, mais cela suffisait malgré tout à bloquer complètement notre vente. On a dû aller négocier avec elle une indemnisation de sa quote-part pour pouvoir permettre au vendeur de récupérer la pleine maîtrise de son bien et de pouvoir le vendre. Donc c'est pas bloquant. Mais j'imagine que ça demande plus de travail. Et justement, autre question, comment on sécurise ce type d'opération ? Alors effectivement, c'est des dossiers bien plus techniques, je vous l'accorde. Et là, l'idée, c'est effectivement d'encadrer le cadre juridique de manière très précise. Il faut qu'on pose des bases solides avec des garanties et des clauses que l'on prévoit dans l'acte pour sécuriser juridiquement tout cela. Mais surtout, ce qui va faire la différence, c'est l'accompagnement en amont. Notre rôle va être très important puisqu'on est là pour structurer le projet, anticiper les points de blocage et pouvoir accompagner les familles dans leurs décisions. Bon, Marine, on retient quand même que même dans des situations complexes, le viager, ça reste possible. Oui, à condition effectivement d'être bien accompagné, parce qu'au final, le viager, c'est pas seulement la vente d'un bien, c'est parfois même résoudre une situation familiale. Merci beaucoup Marine Livotti, directrice de l'Office du viager. C'était Parlons Viager.
Avec l'Office du viager, bien conseillé, bien protégé. Et maintenant, place à la grande question de la semaine. Chaque samedi, en fin d'émission, nous posons une grande question liée soit à l'actualité, soit aux usages. Bref, tout ce qui touche directement ou indirectement à l'immobilier, à votre logement. Je voudrais qu'on évoque au 1er janvier 2026, le diagnostic de performance énergétique a évolué avec une baisse du coefficient de conversion de l'électricité de 2,3 à 1,9, ce qui améliore mécaniquement l'étiquette des logements chauffés à l'électricité. Alors le DPE, c'est un vrai sujet, Franck Le Tendre, vous êtes resté avec nous sur le plateau. C'est l'un des aspects les plus importants dans le choix et du parcours résidentiel, et les audits édités depuis cette date intègrent automatiquement ce nouveau calcul qui améliore notamment les ménages et les foyers chauffés à l'électricité. Et donc du coup ça a fait grimper, effectivement, ça a amélioré la note, des fois parfois 2 notes, et les anciens DPE qui eux avaient été faits restent quand même valables pendant 10 ans avec une mise à jour gratuite, si possible d'ailleurs, avec un nouveau calcul plus favorable. J'aimerais avoir votre avis, parce que je trouve que politiquement c'est toujours très intéressant. Est-ce que le fait que ce décret qui a amélioré le calcul du DPE, ça vous êtes au courant bien évidemment, paradoxalement, les appartements ou les maisons qui sortaient du champ de la location à cause de la note défavorable, d'un seul coup s'y retrouvent? Moi, je pense qu'il faut être pragmatique. On le sait, on manque cruellement de logements. Il y a une pression sur les surfaces disponibles en France qui est colossale. Il faudrait qu'on ait 500 ou 600 000 nouveaux logements tous les ans. Le marché du neuf en produit globalement une centaine de milliers à tout casser. Et donc il faut bien loger les gens, et on vit dans un pays aujourd'hui où tout le monde devrait avoir un toit. Donc si on a plus de logements disponibles pour pouvoir se loger, je trouve ça bien. Et ça laisse surtout du temps aux propriétaires, éventuellement d'entamer les travaux nécessaires pour se mettre en conformité avec les enjeux climatiques qui sont liés autour du DPE. Bien Après sûr. Là, ça améliorerait surtout la note des petites surfaces, non, le changement du DPE là. Mais c'est là où il y a le plus de tension. Et c'est vrai que l'avantage de l'électrique, c'est vrai que Bérénice, c'était quand même hyper pénalisant. Tous ceux qui les avaient petites surfaces, et surtout quand on était en des convecteurs, même des convecteurs qui coûtaient pas très cher, avec une bonne capacité de coût énergétique, entraient automatiquement avec une étiquette G, F, c'était injuste. Et c'est mal fichu, parce qu'en plus c'est parce qu'ils polluent le plus l'électricité, on l'a vu. Donc c'est vrai que c'était injuste. Comment vous analysez vous le fait que paradoxalement c'est au 1er janvier 2026 où il y avait des appartements, des maisons qui sortaient du cadre réglementaire, mais du coup qui s'y retrouvent? Est-ce qu'il n'y a pas une corrélation entre le calendrier politique et cette idée d'améliorer le DPE? Après il y a plein de politiques qui pensent que ce calendrier c'est une hérésie quand on voit, vous l'avez dit, qu'il manque cruellement de logements. C'était totalement, pardonnez-moi, mais c'était totalement débile de mettre en place ce calendrier alors qu'on manque de logements. Là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a encore moins de logements. En fait, il y a des gens qui n'ont pas de quoi louer un logement parce que ça a fait sortir des logements du parc locatif. Absolument. Ce calendrier d'interdiction. Je rappelle que les G, les logements G, sont interdits à la location. Et ça ne veut pas dire insalubre, un G. Ça ne veut pas dire insalubre. Ça veut dire que, oui, il est indécent, entre guillemets, énergétiquement. Il y a des appartements qui sont très jolis, qui sont en G. Et donc, les propriétaires ne peuvent plus les louer. Donc, ça sort du parc locatif. Donc, en fait, il y a des gens qui n'ont pas de logement. Il y a des gens qui dorment dans la rue. Et je pense que entre la rue ou un logement G, le choix est vite fait. Alors, oui, absolument. Mais vous avez mis et il y a des gens qui sont hébergés chez des tiers aussi. C'est la fondation du logement des défavorisés. Désolé, parce que c'est un sujet qui m'énerve, ça. Oui, mais il y a aussi la question effectivement de la pression des personnes qui sont en grande précarité, parce que la réforme, justement, je regardais les éléments, vise à mieux refléter le mix électrique français, corriger la pénalisation, vous avez raison, des logements électriques. Juste un chiffre quand même qui est éloquent pour corroborer ce que vous dites, 850 000 logements pourraient sortir des classes F ou G selon les estimations citées par plusieurs sources. Donc du coup, le changement pourrait faire gagner 1 à 2 classes énergétiques, et d'un seul coup, vous avez raison, on réinjecterait ceux qui étaient frappés par cette interdiction, pratiquement 500 000 logements. Mais oui, mais vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, cette étude-là, le DPE, cette loi, c'est la loi climat et résilience, qui met du 21 août 2021. 2021, voilà, qui a fixé ce calendrier d'interdiction. Et ça a été fait sans aucune étude d'impact. C'est des gens
gens qui ont voté cette loi, qui ne connaissent absolument rien à l'immobilier, qui ne connaissent absolument rien des besoins des Français, qui ont mis en place cette loi. Oui, il faut penser au climat, oui, bien sûr. Mais quand on va sur le terrain, il n'y a aucune étude d'impact. Et ça, c'est l'Institut Sapiens qui avait dénoncé ça. Et c'est la gravité, en fait, en France. On pond des lois comme ça par des gens qui n'y connaissent absolument rien et qui font des lois. Résultat, ça pénalise des personnes qui veulent se loger, ça pénalise tout un secteur. Enfin, faut quand même ouvrir les yeux, quoi. Donc là, il y a un retour en arrière. En effet, c'était pas possible autrement. Mais voilà, avec des études d'impact, en consultant peut-être un peu plus le terrain, on n'en serait peut-être pas là, quoi. On n'aurait pas été obligé de ce retour en arrière. Un autre chiffre justement éloquent qui corrobore également ce que vous dites, Bérénice, la réforme pourrait fluidifier le marché en rendant plus de biens vendables ou locatifs, en contribuant à une stabilisation des transactions autour pour l'année de 900 000 à 960 000 en 2026, malgré la hausse des taux, selon les hypothèses. Ça veut dire qu'en fait, vous avez raison, en réalité, comment vous expliquer, par exemple, qu'on n'ait pas pris d'abord l'étude d'impact, et puis rappelez-vous, l'ancien DPE, qui était complètement faux, et qui avait été révisé c'était à l'époque de Emmanuel Vargon, et qui avait même dû indemniser les 80 000 DPE qui étaient considérés comme faux et pris en charge par l'État. Oui. Bref, on marche sur la tête. Dernière question, justement, Franck Le Tendre. Cette question de l'énergie et du choix du DPE, elle est cruciale dans la recherche ? Bien sûr, c'est un critère qui remonte souvent. Tous les acheteurs ne sont pas sensibles aux mêmes critères, mais on voit de plus en plus de personnes qui, dans leurs critères de recherche, mettent en avant l'impact environnemental du bien qu'ils vont acheter. Eh bien écoutez, c'était la grande question de la semaine, on y a répondu les amis. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le bon réflexe, c'est de faire un SMS au 7 20 18 et notre amie Bérénice se fera un plaisir d'y répondre comme chaque semaine dans Parlons Immo, dans la rubrique Ça vous concerne. Passez une excellente semaine. Cette émission est rediffusée comme chaque semaine le mardi à midi sur Radio Immo. Un petit bisou à notre super Anthony qui est toujours à la manœuvre, à l'ensemble de nos chroniqueurs. Prenez soin de vous. Passez un excellent week-end et on se retrouve samedi prochain dès midi sur Sud Radio, bien entendu. Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.